des questions. Là, on aura vu tout l'intérêt, quand on voit les professionnels présents à cette table, tout l'intérêt du regard pluriprofessionnel et de la participation pluriprofessionnelle dans la lutte de la douleur liée aux soins. Et aussi, je pense que depuis ce matin, on entend beaucoup parler, l'intérêt de l'innovation, de la créativité, tout en étant aussi vigilant sur ce qu'on, quand on sait déjà, quand Jean-Marie nous a rappelé quand même des basiques. Création et innovation, oui, c'est indispensable, et je pense que ça, on peut le faire, mais en garantissant aussi je dirais, d'être rigoureux sur ce qu'on sait déjà et de l'utiliser correctement. Bonjour, donc je suis infirmière. Vous pouvez vous présenter avant, à Tribord. Ah, pardon. Voilà. Je suis infirmière ressources douleurs en Bretagne, au centre hospitalier de Saint-Brieuc. Et ce matin, j'ai vu qu'il y avait effectivement une boîte à outils pleine, aussi bien avec des choses qui sont instituées, qui existent depuis longtemps, qui sont utilisées ou pas. Donc on peut s'interroger d'ailleurs pourquoi on n'utilise pas alors qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent, et des choses aussi qui évoluent. Ma question, c'était, on est dans l'anticipation de la douleur provoquée par les soins. Est-ce qu'on peut être dans l'anticipation de l'anticipation en ayant une réflexion plus large au niveau de, ça a été évoqué ce matin, est-ce qu'on peut avoir une réflexion sur pourquoi faire ce soin? Est-ce qu'il y a des choses en ce sens en ce moment? Et aussi par rapport à l'intervention de Madame la psychologue, Madame Le Pian, là aussi dans l'anticipation de déjà ce que représente la douleur pour les patients, parce qu'on a des choses, il y a des outils thérapeutiques, des médicaments, mais cette anticipation de représentation de la douleur de la personne, c'est peut-être la matière initiale de travail, parce que donc voilà, c'était le maître mot qui ressortait pour moi, l'anticipation. Est-ce qu'il y a des choses en réflexion en ce moment? Juste un mot d'éthique là-dessus, c'est que, par exemple, dans le domaine où je travaille beaucoup en gériatrie, on sait parfaitement qu'il y a plein de gestes absolument inutiles qui peuvent être des véritables tortures pour le malade et qui n'ont aucun intérêt, mais qui continuent d'être faits par habitude parce qu'il n'y a pas de réflexion éthique. J'espère que vous avez la chance de ne pas travailler dans un hôpital où le gériatre dit « il faut rester 2 heures au fauteuil, sinon vous allez vous ankyloser ». Mais il est déjà ankylosé, hein. Et donc, ce genre d'attitude complètement dépassée nécessite, et vous avez tout à fait raison, de parler de la justification. Il y a des ionos faits tous les 2 jours chez des patients dans les services de médecine. Il y en a 1 sur 2 qui sont inutiles, etc., etc. Bonjour. Juste un petit mot. C'est vrai que c'est intéressant de se poser toujours la question, est-ce que c'est vraiment utile? Mais parfois, c'est pas très bien vécu. Par exemple, sur la toilette. Pour un patient, ça peut être très douloureux. Et de dire, bon, est-ce que c'est très utile qu'il soit vraiment lavé tous les jours? On passait un peu pour quelqu'un, à la limite un peu crado, mais surtout, est-ce que c'est parfois très, très mal vécu par les équipes aussi, qu'on puisse remettre en cause l'utilité? Alors, c'est pour ça que l'anticipation, je suis vraiment d'accord avec vous, est vraiment très importante. Et l'anticipation, c'est dans des réunions d'équipe, c'est poser la question. Le soin est prévu à la fin de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce que l'équipe douleur peut passer? Combien de temps j'ai avant le patient? Vous venez à quelle heure? À 10 heures, je serai là à 9 heures dans la chambre pour lui parler avant. Tout ça, c'est de l'anticipation. Et c'est vrai que ça c'est le maître mot clé de ce type de prise en charge. Je suis vraiment d'accord. Alors moi j'avais une question sur le fentanyl transmuqueux. Je suis infirmière à Brest, je fais partie du CLU de l'hôpital et je viens d'apprendre en fait que le fentanyl transmuqueux n'avait pas d'AMM pour la prévention des accès douloureux paroxystiques prévisibles du patient cancéreux et traité par morphinique, alors que c'est présenté tel par les différents laboratoires qui se font d'ailleurs une grande concurrence, parce qu'il y a de nombreux médicaments. Et il présente donc les douleurs provoquées par les soins comme des accès douloureux paroxystiques prévisibles. Et donc, comme tels,
qui rentrent dans l'indication de l'utilisation pré-médication. À partir du moment où vous avez proposé le mot industrie, j'ai plus rien entendu, il y avait un bruit de fond épouvantable. Donc je ne sais pas du tout ce que vous avez dit après. Je plaisante. Oui, ben voilà. L'AMM, relisez-le. Et c'est sûr qu'il va falloir qu'on bouge. Souvenez-vous, les précautions qu'on prenait il y a 20 ans pour certaines choses, enfin, évidemment, il va falloir bouger. Mais attention, la pharmacologie du fentanyl n'est pas du tout la même. Celle de l'oxycodone est suffisamment différente aussi, d'ailleurs. On voit les ennuis que les Américains ont en ce moment. Donc, il faut être très, très prudent, très organisé. Si vous vous mettez à faire de l'ORAMM et de la transgression, il faut que vous puissiez le justifier, que vous soyez encadré avec des spécialistes et dans des structures qui vous soutiennent. Ce qui est loin d'être le cas partout. Donc, ça, c'est un petit peu le rôle des centres spécialisés, de faire bouger les lignes, de faire avancer, de prouver les choses. Mais on ne pourra pas donner du fentanyl à tout le monde, tout le temps. Ce serait déraisonnable. Et en tout cas, soyons bien prudents. Si nous élargissons les indications, pouvons-nous prouver qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire, plus facile, moins risqué, etc. Bonjour, je suis là. Je suis infirmière au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, en région Rhône-Alpes, en gastro-entérologie. On a des lits identifiés soins palliatifs, 3 exactement. Beaucoup de nos patients donc, sur les lits de soins palliatifs sont pris en charge pour des pathologies cancéreuses. Et je voulais revenir sur les stratégies d'adaptation psychologique. Nous, on a souvent des patients qui ne veulent pas que l'on traite leur douleur, puisque pour eux, c'est masquer un symptôme qui montrerait que la maladie évolue et qui, du coup, sont encore dans cette phase où on pourrait les guérir. Et si on masque le symptôme, on masquerait une possibilité de guérison et ils ne veulent pas se traiter et on est parfois frustrés et on a du mal à adapter nos prises en charge. Je n'ai pas une fiche cuisine toute faite pour répondre à ça, mais c'est assez fréquent, on entend ça. Hein. Non mais touchez pas trop parce que ma douleur, puis parfois c'est des douleurs qu'ils connaissent depuis tellement longtemps. Tant que je souffre, je sais où ça se passe. Une localisation psychique aussi. Donc, il faut y aller prudemment. J'espère que vous avez un psychologue dans votre service qui peut travailler ça avec le patient. Quel est son bénéfice dans l'affaire ? Comment est-ce qu'on peut l'aider à évoluer vers du mieux-être ? Alors, peut-être pas... Ce qui peut être intéressant, c'est pas faire... Comment je peux dire ça ? Ne pas lui dire qu'on peut faire disparaître complètement sa douleur, mais est-ce qu'on peut la diminuer à quel pourcentage ? Alors, si on peut imaginer une image, là, elle vous fait mal à 100%. Est-ce que si on la diminue à 10%, c'est encore un bénéfice pour vous ? C'est-à-dire, vous savez où aller, elle maxe votre symptôme, mais vous avez 90% de tranquillité. Ouais, c'est ce qui me viendrait. Mais c'est que par entretien, que accompagnement, qu'on peut les accompagner dans ces cas-là. Il me semble. Il faut rester humble. Hein. D'autres questions ? Ah, là. Devant. Bonjour, je suis médecin dans un établissement de soins de suite de chirurgie digestive. Je voudrais savoir si on a pu comparer en termes de rapidité et d'efficacité d'action le fentanyl transmuqueux et l'oxycodone sublingual. Désolé, Joker. Désolé, j'utilise l'oxycodone, ça m'intéressait. Merci. Il n'y a pas eu d'études. Il y a une réponse. Moi, j'ai travaillé en soins palliatifs pendant un peu plus de 4 ans. Pour l'oxycodone transmuqueux, on avait des délais d'action qui étaient plutôt au-dessus de 20 minutes, entre 20 minutes et 30 minutes avant une action, alors que le fentanyl par voie nasale, en tout cas, puisque nous on l'utilisait par voie nasale, c'était beaucoup plus court, moins de 10 minutes. Merci. Ça, c'est le travail d'équipe.
D'autres questions? Je pense qu'ils ont fait. Il n'y en a pas d'autres? Je pense que c'est l'hypoglycémie qui gagne. Attends. Juste une question. Enfin, je suis pédiatre au CHU d'Amiens et j'ai été amenée à prendre en charge un certain nombre d'enfants avec le spectre autistique. Et c'était par rapport à ce qui était présenté, les limites pour ces enfants quand même de percevoir la douleur. Là, on vient de recevoir, je suis responsable du service de cancéro, un enfant vraiment avec une intelligence qui suit une scolarité normale, qui a vraiment tout à fait les traits autistiques et qui n'a pas perçu la masse douloureuse. Il est métastatique, osseux. Il refuse, enfin, il veut pas de traitement. De toute façon, dans l'évaluation, il dit mais je n'ai pas mal. Et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive de pas mettre la morphine. Enfin, j'ai jamais vu ça. Et il se balade. Il a vraiment, au niveau comportemental, aucun signe de la douleur. C'est pas seulement verbalement. Il n'a pas de signe. Donc, ce jeune-là, je me dis si on lui propose une évaluation comme vous la proposez, enfin, un certain nombre de ces enfants, en tout cas, ce sera difficile de les évaluer par ce biais-là, ou dans la perception des émotions. Moi, j'ai diagnostiqué des enfants parce qu'avec l'échelle des visages, dans une consultation de pédiatrie en général, ne percevaient pas du tout l'aspect émotionnel. L'échelle des visages n'était, à la limite, permettait le diagnostic des troubles autistiques. C'est pour ça qu'il y a vraiment une recherche à faire au niveau physiologique de la compréhension des mécanismes douloureux chez ces patients-là, puisqu'on sait qu'il y a une intégration centrale de la douleur et que les personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme n'ont pas un fonctionnement central pareil que le reste de la population générale. Donc ils ont des voies de la douleur, des voies ascendantes, des voies descendantes. Après, qu'est-ce qui se passe au niveau du système nerveux central? C'est tout le but de la recherche qui est en cours dans les centres spécialisés. En tout cas, c'est très bien de poursuivre les recherches parce qu'effectivement, c'est un vrai souci. De toute façon, ce que vous dites, c'est important. C'est vrai que si on a fait une méta-analyse. Enfin, personnellement, j'ai fait une méta-analyse sur la douleur chez les déficients intellectuels et troubles du spectre de l'autisme. Concernant la douleur, je veux dire, vous savez comment on les considère à l'heure actuelle? Vous avez une idée? Tout ce qui est écrit, ils sont totalement, ça me rappelle, il y a quelques années, des bébés n'avaient pas les voies de la douleur. Donc, vous savez très bien qu'on les traitait, on faisait le curare, la chirurgie, puis il n'y avait pas de morphine en post-opératoire. C'est exactement la même chose dans cette population. Donc, on va démontrer avec nos collègues du CHU de Sherbrooke, avec le professeur Serge Marchand, qu'ils ont les mêmes voies de la douleur depuis... et que je pense qu'il y a un problème au niveau du CIDL, contrôle inhibiteur diffus, comme exactement chez les patients schizophrènes, où on l'avait dit, ils sont insensibles à la douleur. Actuellement, ils sont considérés comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il faut voir la souffrance des familles aussi. On oublie un peu. Bon, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clore... cette session.